Bon après-midi, Madame, Messieurs, à tous les représentants de la presse également, chers écoliers, chers étudiants, chers parents, chers enseignants, à tous ceux qui ont la possibilité de nous écouter. Nous sommes à la fin de la 3e semaine, après avoir tenté tous ensemble de venir à bout d'une nouvelle situation, tant les parents que les enseignants que les élèves. Nous parlons depuis 3 semaines de l'école à la maison, mais nous sommes bien conscients que ce n'est pas vraiment comparable. Mais c'est avec vraiment beaucoup d'efforts que chacun a essayé de faire le mieux de cette situation inconnue. Et nous avons réussi à le faire grâce à un support considérable des parents, des élèves et des enseignants, bien sûr. Donc, merci à tout le monde. Merci de la compréhension dont vous avez fait preuve, de votre engagement, de votre flexibilité dont vous avez témoigné ces 3 dernières semaines. Parce que sans cette flexibilité, la situation n'aurait pas été possible. Un point très important sur lequel je veux insister, c'est le fait qu'on a réussi à collaborer pendant ces 3 semaines. Tous ensemble, nous avons progressé dans notre collaboration. Et les enfants, on peut les tenir loin du dommage. Il faut faire tout notre possible pour qu'ils sortent de cette crise sans dommage. Et nous devons le faire en travaillant ensemble, parce que tout seul, on est perdu. Ensemble, on peut plus s'adapter, on peut apprendre davantage, s'échanger. Et nous pouvons arriver à ce que cette année scolaire ne soit pas une année perdue. Donc, il faut la terminer en beauté, afin que les élèves puissent se préparer plein d'enthousiasme à la nouvelle année scolaire. Donc, cette approche, je l'ai bien sentie dans toutes les discussions que j'avais ces dernières semaines avec les directeurs des différentes écoles, tant dans l'école fondamentale qu'à l'école secondaire, avec les syndicats, les parents, les élèves. Tout le monde essaye en fait de mettre son petit grain pour que cette situation soit surmontée du mieux possible. De plus, ce même message, je l'ai reçu de beaucoup de personnes concernées. Oui, précisément des jeunes eux-mêmes, des enseignants, des parents. Ils savent que c'est très complexe, que ça demande une grande adaptation, mais que tout le monde fait preuve de la volonté de faire en sorte qu'on gère la situation au mieux. Autre point, sur lequel je dois insister, compte tenu de l'expérience des 3 dernières semaines, il faut faire preuve de compréhension une personne par rapport à l'autre. Il y a des différentes situations de vie, d'une part chez les enseignants que chez les étudiants, les familles, parents, etc. Il y a une différence. C'est différent quand il y a une maman ou un papa qui fait aussi du travail à distance, qui doit également finir son travail pour le bureau. En plus, avec 3 enfants ou plus, doit suivre ses enfants en même temps que faire le travail. Donc, toutes ces tâches à surmonter ensemble, c'est difficile. Quelquefois, on est peut-être à 2 à la maison, on ne travaille peut-être pas en home office, à distance. Peut-être qu'on a seulement un enfant à charge. Donc, il y a des différences. Et c'est la même chose chez les enseignants, suivant leur situation. Il y en a qui ont leurs propres enfants à accompagner. Donc là, c'est évidemment un défi différent que lorsqu'on doit se concentrer uniquement sur les élèves de sa classe. C'est pour ça que la continuité de l'enseignement est seulement possible si on s'adapte aux différentes situations de vie. Autre point à considérer, et jusqu'à présent ce n'a pas été très souvent le cas, mais ça peut l'être pendant les semaines à venir. Il y a des élèves, des parents, des élèves qui peuvent être malades.
Et il se peut que les parents et que les élèves, donc leurs enfants, soient séparés. Il se peut qu'il y ait un enseignant qui remplace le premier, qui ne sait pas très bien où on est arrivé le premier. Donc les circonstances sont différentes. Il ne faut pas s'affoler, mais il faut regarder vers l'avenir avec confiance et tirer le meilleur parti de la situation. Parce que ce qu'on peut arriver à atteindre à l'école, on ne peut pas l'avoir dans cette situation. Ce n'est pas l'objectif. On doit juste faire en sorte que le temps n'est pas perdu. Il faut utiliser le temps dans l'intérêt des jeunes et des enfants. Troisième point. Nous avons remarqué que les nouvelles technologies nous ont aidés avec cet exercice. Pour pas mal d'acteurs, que ce soit des enseignants, des parents, des élèves, en temps record, l'enseignement s'est fait. On a appris à connaître les avantages des différents outils. D'abord pour maintenir la communication entre les élèves et les enseignants et les parents, pour que chacun a pu s'échanger et communiquer. Et certains ont appris l'un ou l'autre outil qu'ils ne connaissaient pas, parce que ça, c'est important pour les contenus digitaux. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on aurait fait si cette une telle crise se serait produite il y a 20-30 ans? On aurait été dans une situation bien différente sans les possibilités techniques d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que les élèves, les classes qui ont l'habitude d'utiliser les technologies modernes ont déjà une longueur d'avance. Pour ces classes-là, c'était une certaine continuité de l'activité courante. C'était pour eux plus facile que pour d'autres élèves qui avaient moins l'habitude. Mais ces dernières semaines, on a remarqué qu'il y en a qui ont vraiment repris le retard qu'ils avaient accumulé et ils ont appris à connaître les possibilités qu'offre l'enseignement digital. Donc je suis sûre qu'une fois que la situation sera calmée, que ces compétences seront préservées. Un petit mot encore quant à un sondage qu'on a fait de manière spontanée durant ces derniers jours, tant auprès de parents que d'enseignants. On a eu 17 000 retours qui sont plutôt positifs. On peut constater qu'après certaines difficultés de départ, aujourd'hui, après une période de 3 semaines, 9 parents sur 10 et 9 enseignants sur 10 se sentent à l'aise avec la situation courante. Ils se sont adaptés et ils sont prêts à continuer ce système. Nous avons aussi reçu plus de 7000 recommandations personnelles que nous sommes en train de catégoriser pour voir où est le bas qui blesse. Après, nous pourrons nous adapter et tenir compte de ces éléments dans nos réflexions, les communiquer aux enseignants et adapter les programmes si nécessaire. Tout à l'heure, je vais parler des réponses concrètes. Et merci encore pour avoir participé à ce sondage. Donc, il est également arrivé qu'on travaille ensemble dans cette situation d'urgence. Une majorité des enseignants ne se concentrent pas seulement tout seuls sur leur classe, mais ils travaillent ensemble avec d'autres enseignants. Ça se fait plus peut-être dans le fondamental qu'au secondaire. Au fondamental, on travaille normalement plus ensemble. Mais par exemple, il y en a qui disent, voilà, toi tu t'occupes de ceci, moi je m'occupe de cela. On met les efforts en commun et on avance plus facilement. Mais là encore, nous avons pu comprendre que tout dépend très fortement des différentes situations de vie, tant chez les parents que chez les enseignants. Parce que le temps est une des raisons principales. Donc, quand on ne se sentait pas à l'aise. Donc, ceux qui n'avaient pas le temps se sentaient plus de difficultés s'ils n'avaient pas le temps à mettre sur l'assistance de leurs enfants pour les encadrer correctement. On a également pu voir que les nouvelles technologies
sont utilisés pratiquement à 100% par les enseignants, même si c'est un usage de manière très diversifiée. Mais ceci constitue une bonne base que j'ai établie ici. Donc, nous sommes donc prêts pour ce qui va venir pendant les quelques semaines à venir. Vous savez qu'hier, le gouvernement a décidé que les écoles allaient rester fermées jusqu'au 4 mai, et à cause de la situation sanitaire, bien sûr, qui ne permet pas un retour à l'école dans une bonne quinzaine de jours. Donc ceci vaut pour les conservatoires, les écoles, les universités, écoles de musique, structures d'accueil, etc. Je pense que tout le monde aurait souhaité le contraire, moi en premier. Mais je pense que même les élèves auraient en grande majorité préféré retourner à l'école. Par exemple, chez moi à la maison, j'avais du mal à expliquer à mes enfants que le confinement n'était pas terminé et que la période de suspension allait être continuée pendant 2 semaines. Donc la déception était grande. Mais alors qu'en général, chaque enfant est content qu'il y a un jour de libre. Mais je pense que les enfants maintenant commencent à en avoir assez aussi. Nous faisons donc cet effort pour stabiliser notre système de santé ou y contribuer. Donc la guérison des personnes, donc le traitement des personnes a priorité, bien entendu. Mais tout un chacun doit reprendre sa responsabilité pour la santé publique et également pour les personnes plus vulnérables en raison du Covid-19, parce que nous savons quand même que les personnes concernées ne sont pas seulement les personnes plus âgées, les jeunes aussi peuvent être victimes de ce virus. D'abord, laissez-moi encore souligner que même si on a décidé que les écoles vont rester fermées après les vacances de Pâques et que l'apprentissage à distance va continuer, je dois vous dire que dans les semaines qui vont venir, les 2 semaines, il y a les vacances de Pâques, même si ces congés de Pâques sont différents que d'habitude. Donc après 3 semaines à la maison, il sera temps de faire 2 semaines de congés à la maison. Je pense que tout le monde y a droit, les enseignants, les parents, les élèves, pour reprendre une bouffée d'air fraîche. Et nous avons un programme un peu différent que dans les semaines dernières. Donc, même si on ne peut pas partir en vacances, on ne peut pas être avec des amis, on ne peut pas être dans une colonie, on ne peut pas faire ce qu'on avait prévu de faire il y a 3 semaines pour le congé de Pâques. Mais il est toutefois important que les jeunes, les enfants ont la possibilité de s'occuper de manière sensée, qu'ils aient quand même de la liberté. Je pense qu'il est important qu'ils maintiennent leurs contacts sociaux. Pour nous, adultes, c'est également important, mais c'est encore plus important pour les enfants et les jeunes. Leurs amis leur manquent énormément. Les élèves, les amis qui connaissent de la plaine de jeux, de l'école, de la famille, de leurs associations. Et je pense que pour les enfants, ces plateformes de communication qui existent, que nous avons mis en place pour l'enseignement, peuvent s'avérer utiles pour les semaines à venir pour que les enfants puissent avoir du contact avec d'autres enfants. Parce que c'est cela qui leur manque énormément pour le moment. Après 3 semaines de travail, de devoirs à la maison intensif, il est important que les élèves n'aient pas de programme scolaire, mais que le défi est de faire un programme de vacances qui soit adéquat. Donc pour ça, nous souhaitons donner peut-être des conseils aux parents. Il y a un certain nombre d'informations sur le site schooldoheem.lu, également sur le site du service national de la jeunesse par snj.lu. Donc il y aura là des initiatives pour faire avec les enfants à la maison, aussi des initiatives que les enfants ou les jeunes peuvent faire seuls ou auxquelles ils peuvent participer. Finalement, le confinement est défini au-delà du congé scolaire, donc un nouveau défi.
Si jusqu'à présent tout s'est bien passé, les échos sont très bons, tout le monde s'est bien adapté à la situation. Toutefois, nous ne pouvons pas dire qu'après les vacances de Pâques, ça va continuer. On a défini une ambition claire et c'est à prendre au sérieux. Cette année scolaire, nous voulons l'assurer et la compléter. Nous voulons garantir une continuité de l'apprentissage par-delà cette année. Nous voulons que chaque élève qui a réussi soit prêt en septembre de reprendre l'école. Nous souhaitons que les élèves ne subissent pas de désavantages et pas de dommages durables. C'est pourquoi nous avons repris une série de mesures que je vais vous indiquer maintenant. Nous avons décidé que les matières à prendre cette année, qu'il faut donc limiter les contenus à l'essentiel, afin que les élèves soient prêts pour l'année prochaine, en septembre, pour qu'il n'y ait pas de problème à suivre la prochaine année scolaire. Nous assurons que tout ne soit pas fait, ce qui est sur le programme, mais que nous allons définir ce qui est l'essentiel pour le fondamental et le secondaire. Mais ceci est également vrai pour les apprentissages. Ceux qui ont le dernier mot à dire, ce sont les enseignants qui discutent avec leurs collègues ou sont amenés à le faire à l'école. Ça dépend de ce qu'ils ont déjà vu, quelles ressources ils ont utilisées, quels livres. Nous donnons une indication aux enseignants du fondamental, mais finalement, la décision leur incombe pour le cycle fondamental et également pour les élèves de matières spécialisées dans le secondaire. Mais ce que nous voulons dire pour le fondamental, c'est un plan d'apprentissage un peu réduit qui donne une indication sur ce qui devra être fait afin de s'assurer que l'année prochaine, une continuité correcte soit assurée. Avant tout, c'est là-dessus qu'on souhaite se concentrer, sur ces matières-là. Tant dans les semaines après les congés scolaires, donc jusqu'au 4, quand les écoles resteront fermées, mais après également, une fois que l'école reprendra son cours de manière régulière. Alors la priorité sera de se concentrer sur l'essentiel. Et si fin juin, fin juillet, on s'apercevra qu'il reste une petite marge pour l'un ou l'autre sujet ou l'une ou l'autre matière, on pourra y revenir. Une autre décision que nous avons prise, c'est la structure de l'année scolaire. La plupart des écoles fonctionnent avec 3 trimestres. Maintenant, comme il y a trop de semaines qui tombent pendant le 2e et 3e trimestre, on va fusionner les 2 derniers trimestres pour arriver à 2 semestres. Le premier semestre, c'est l'équivalent du premier trimestre entre la rentrée et le nouvel an 2020. Et à partir de là, donc jusqu'aux grandes vacances, cela sera le 2e semestre. Donc pour le secondaire, il y aura la moitié donc pour le premier trimestre et le 2e semestre comptera pour la moitié également. Le scénario en place maintenant, le mécanisme pour les écoles, pour les organiser de manière structurelle, mais nous mettons également en place des méthodes pédagogiques pour transmettre ces contenus aux élèves. Donc, ceci, c'est effectivement pour un scénario où on va ouvrir les écoles de nouveau le 5 mai. Mais on ne sait pas ce que l'avenir nous apportera. Personne ne peut nous le dire. Ce n'est pas sûr que les écoles rouvriront le 4 mai. Donc, nous avons également fait en sorte de définir un scénario qui tienne la route si jamais on doit encore prolonger la fermeture jusqu'aux vacances de Pentecôte.
Donc, on pourra à ce moment-là également faire en sorte qu'on ait une bonne fin d'année scolaire. Si ce n'est pas le cas, si la situation n'est pas terminée d'ici la fin de l'année, il faudra s'adapter encore. Une fois que cette situation va prendre fin et que l'école pourra vraiment reprendre correctement, alors nous occuperons des contenus qui n'ont pas pu être traités ou pas suffisamment pendant cette période-ci. Et les enseignants verront bien ce qui n'a pas adhéré. Donc, après cette reprise scolaire, les enseignants feront les évaluations. Donc, on fera une différence entre l'évaluation des différentes matières. D'une part, on a les matières de langue, les mathématiques et les spécialités. Donc, on va dire, tant que l'école est fermée et que nous faisons de l'enseignement à distance, on va juste faire une évaluation formative. Un test peut être fait, mais ça ne compte pas. C'est juste pour donner un feedback aux élèves, pour leur dire où ils doivent s'améliorer. L'évaluation certificative sera faite uniquement par la suite quand il y aura la reprise et que tout le monde sera de nouveau présent à l'école. Pour les autres matières, il faut vous dire, nous encourageons les enseignants à donner un travail, un projet qu'on peut continuer maintenant et qui est possible de réaliser pendant l'apprentissage à distance. Donc les élèves auront ce projet qui sera évalué après la première semaine de la reprise. Donc après qu'il y aura eu un contact physique entre l'enfant, l'élève et le prof. Donc l'évaluation sera conclue de cette manière. Cela nous permettra de gagner du temps pour les maths, les langues et les spécialisations. Donc il faut évidemment étudier encore pendant les dernières semaines et on fera donc les évaluations nécessaires pour être sûr que la matière essentielle aura été vue et que les évaluations nous permettent de conclure l'année et décider si on a réussi ou non l'année. Donc cette pause forcée fait en sorte que l'un ou l'autre étudiant peut se sentir préjudicié. Certaines chances peuvent être enlevées à certains élèves. Vous savez, quelquefois, les notes sont moins bonnes au premier trimestre que pendant les 2 d'après. Et il peut y avoir des situations où un élève se dit, voilà, après Pâques, je vais mettre le paquet et je vais me sortir de la situation qui était peut-être que moyenne ou pas très bonne. Et cette chance-là, on ne veut pas l'enlever à l'étudiant. Dans le sens que les examens, les tests ne sont pas possibles tout de suite après Pâques. Donc nous voulons donner une opportunité supplémentaire qui ne constituera pas, qui ne sera pas sous forme d'une épreuve parce que nous n'avons pas encore les circonstances de temps. Donc c'est pour ça que nous avons proposé que l'élève aura la possibilité, s'il le veut, de renoncer à la note la plus mauvaise pour qu'il ne soit pas tenu compte de cette note dans le calcul de la moyenne. Donc ça, c'est la règle que nous utiliserons pour les élèves du secondaire de 7e à 2e. Un petit mot concernant la première. Souvent, on me demande qu'est-ce qui se passe pour les élèves qui sont à la maison et qui doivent faire leurs examens de première. C'est pour ça qu'il y a 3 semaines déjà, nous avons donné un certain nombre de directives que nous avons déjà transposées. L'une est importante, c'est celle que seules les matières peuvent être testées qui avaient été vues avant le dernier jour d'école. C'est plus facile de le dire que de le faire.
Nous avons fait un large sondage auprès de tous les enseignants qui enseignent en première. Nous avons pu constater que l'année scolaire, qui au 13 mars avait déjà était déjà passée aux 3/4, fait en sorte que différentes matières ont été vues. Donc nous allons devoir trouver un dénominateur commun, et c'est ce que les commissions d'examen ont fait. Et finalement, ils ont délimiter une matière et ils font des questionnaires d'examen qui portent là-dessus. Et les élèves peuvent donc voir sur quoi ils doivent se préparer. Donc à partir de lundi, sur notre site, on peut le trouver. Donc, on trouvera donc les moyens selon lesquels les questionnaires vont être établis. On prendra aussi recours à une possibilité pour faire en sorte qu'une fois on découvre la question pendant l'examen, l'écolier aura le choix entre plusieurs questions. Ça s'impose parce qu'il se fait que dans une école ou dans une classe, la matière a été vue, alors que dans l'autre classe ou dans l'autre école, ce n'a pas été le cas. Donc c'est pour ça que nous voulons proposer un choix à l'élève parce que c'est beaucoup plus juste et ça donnera des conditions de départ équitables. Laissez-moi également souligner que pourvu que la situation ne se détériore pas, l'examen de première de fin d'études secondaires aura lieu dans les bâtiments, dans les établissements scolaires, même si on est encore dans une situation de confinement. On fera en sorte qu'on respectera les conditions sanitaires pour faire l'examen de première dans les écoles. Donc le 25 mai, les examens de première commenceront. Autre question pour les années de première, comment se calcule la note annuelle? Nous avons développé un modèle tout à l'heure qui compte des 7e au 2e. C'est un peu différent pour les premières parce qu'en fin d'année, il n'y a plus beaucoup de temps. En général, il y aurait eu encore 4 semaines de cours après Pâques. 2 sautent déjà, donc il ne reste pas grand-chose pour faire des épreuves. C'est pour ça, pour les élèves de première, nous leur donnons le choix pour la moyenne annuelle qui fera part de la moyenne annuelle. Donc de prendre la moyenne entre la rentrée et les vacances de Noël. C'est une possibilité, mais il peut aussi prendre une moyenne entre les notes du premier semestre plus deuxième semestre. Pour le second semestre, il aura la possibilité d'améliorer sa note en faisant une épreuve, en demandant une épreuve facultative. C'est une opportunité supplémentaire pour les élèves qui le souhaitent, afin que cette chance puisse être utilisée, parce qu'ils n'avaient pas l'opportunité ces dernières semaines de faire encore des tests et d'améliorer encore leur moyenne annuelle. Je comprends bien les élèves qui sont à la maison et qui ne savent pas exactement quelles seront les conséquences de cette crise sur leur diplôme final. Donc avec ces règles, on fera tout pour qu'il n'y ait pas d'inconvénients pour les élèves. Que s'il y a un doute, alors nous donnerons une chance supplémentaire, une épreuve supplémentaire à l'élève, ou nous donnerons la possibilité de peut-être de supprimer une note. Nous mettrons tout en route pour que les élèves puissent avoir une opportunité juste de faire les examens et d'avoir une bonne moyenne. Nous sommes également préoccupés dû au fait que nous n'avions pas de cours pendant ces dernières semaines et ne savons pas si l'école reprendra avant les examens. Donc, nous voulons que les élèves soient bien préparés pour commencer, par exemple, à l'université en automne. C'est pour ça, après les examens, une fois que ce sera fait, et les élèves qui savent déjà ce qu'ils veulent étudier, donc nous
dirons, une présence des enseignants dans les écoles pour coacher les élèves. S'il y a des matières spécifiques qui sont importantes pour les élèves qui veulent commencer des études, c'est pour qu'ils rattrapent le temps perdu, les matières qu'ils n'ont pas vues. Et nous espérons que tous ces jeunes diplômés, qui seront nombreux, j'espère, en classique ou en général, qu'ils auront à temps leur diplôme. Et c'est pour ça que nous avons opté pour un maintien de notre plan, même si nous savons qu'il y a des discussions en Europe pour peut-être postposer les inscriptions dans les universités. Ça concerne tous les pays, même tout le monde entier. Donc, on veut faire en sorte que les jeunes soient diplômés en du temps. Ces mêmes principes que je décris ici pour l'enseignement secondaire classique et général, ces mêmes principes s'appliquent de manière un peu différenciée pour les apprentissages professionnels. Là aussi, nous voulons que chaque apprenti termine son année. Nous voulons distribuer les diplômes en du temps. Et c'est pour ça que nous allons réduire les contenus à l'essentiel. Donc, le personnel y travaille pour définir le contenu de ces différents apprentissages. Donc, il y a déjà du matériel éducatif virtuel et nous souhaitons donc garantir aussi une continuité. Au cas où un apprenti, de par cette situation, n'a pas eu la possibilité de conclure quelque chose. Donc, par exemple, il y en avait qui faisaient leur stage, qui devait être évalué. Alors, ce module patronal et le stage sera dispensé dans ce cas-là. Donc, il ne faut pas rattraper le stage. Et donc là aussi, nous respectons encore notre plan du programme scolaire. C'est comme si on avait donc réussi ces contenus. Pour ce qui est de l'évaluation formative, donc c'est ça qui se trouve vraiment au centre des préoccupations. Et il y aura également une évaluation certificative qu'il faut réussir. Celle-là, elle ne sera faite qu'après la reprise. Et pour le projet intégré final, la matière du deuxième semestre ne sera pas considérée. Donc, on ne sera pas examiné sur cette matière-là, mais sur la matière du premier semestre ou des années précédentes, parce qu'il s'agit d'un projet complet. Donc, nous ferons en sorte que ces épreuves du PIF n'auront pas lieu pendant 3 jours, mais pendant un temps plus adéquat. Donc, nous avons discuté ça avec les chambres professionnelles, bien sûr, qui supportent cette idée. Même s'il peut, si on peut avoir l'impression qu'il y a des échos positifs, tout le monde montre que c'est une situation difficile, mais que nous avons tiré le mieux de cette situation. Mais malgré ce fait, il y a quand même certains points qui me préoccupent très fort. Dans ce sondage dont je vous ai parlé, pas mal d'enseignants partagent ma préoccupation. Et là, une réaction est demandée. Nous n'avons pas pu joindre tous les élèves au cours des 3 dernières semaines. Il se peut que ce soit une question de matériel informatique, de connexion Internet. Il se peut également que ce soit parce que l'élève n'est pas capable d'étudier de manière autonome. Il se peut aussi que l'élève n'ait pas le cadre ou pas le soutien nécessaire à la maison pour faire tout ce programme en toute sérénité. Donc, il y a encore d'autres élèves qui ont des besoins spécifiques. Et déjà, en temps normal, c'est un grand défi. Et par les temps qui courent, où on doit faire un apprentissage à distance, c'est encore plus compliqué. C'est pour ça que pour les semaines après Pâques, nous avons encore mis en place une série de mesures pour aider les personnes plus vulnérables, les élèves plus faibles.
mais qui devra aussi faire en sorte qu'on puisse joindre chaque élève et qui devra joindre chaque étudiant qui ne trouve peut-être pas le soutien ou le cadre à la maison pour étudier dans de bonnes conditions. Je pense que c'est notre obligation, notre responsabilité de joindre ces élèves et de ne pas les laisser et de sorte qu'ils ne disparaissent pas du radar. C'est la raison pour laquelle, après Pâques, à la reprise des cours pour l'enseignement fondamental, nous chargerons l'équipe des enfants à besoins spécifiques. On leur donnera comme tâche de joindre ces familles où ils n'ont pas pu joindre les élèves, et joindre ces familles et trouver un moyen de travailler ensemble. Et cette tâche est également prise en charge par le CEPAS pour le secondaire. Dans des cas tout à fait exceptionnels, on offrira un enseignement à l'école quand on voit qu'à distance, c'est vraiment pas possible. C'est vraiment pour les cas d'exception. Et ce sera également effectué sous des conditions sanitaires sans faille. Ce ne sera pas facile, bien sûr. Et dans les écoles, on ne fera pas des classes, mais on assurera un cadre dans lequel les élèves auront un échange donc, avec leurs enseignants à distance. Donc, les enfants à besoins spécifiques qui sont normalement pris en charge par un centre de compétences dans le sens de l'inclusion, nous faisons en sorte qu'il y aura aussi la continuité d'une prise en charge adaptée, bien sûr, et que ce soit garanti que ces élèves et les parents seront contactés de manière régulière et seront accompagnés pour qu'on puisse voir ce que les parents peuvent faire à la maison ou non. Parce qu'un contact physique avec un thérapeute, un psychologue, un élève n'est pas possible. À cette occasion, laissez-moi encore mettre l'accent sur le fait que si nous n'avons pas pu joindre chaque élève, même si nous sommes dans une situation où les écoles sont fermées, les cours continuent et l'école est obligatoire et il faut travailler. C'est obligatoire de travailler à distance. Et il n'est pas accepté que quelqu'un ne travaille pas. C'est comme si en temps normal, on ne serait pas à l'école. Donc ça, en temps normal, il y a des conséquences. Si on sèche l'école et les parents et élèves risquent de subir des conséquences, même aussi pour les parents, s'ils ne réagissent pas à l'offre de communication des enseignants. Après la reprise, quel qu'en soit le moment, nous ferons en sorte que les élèves qui ne sont pas si encadrés à la maison, qui travaillent de manière moins autonome, qui n'ont pas pu travailler toute la matière, nous essayerons de mettre à disposition davantage de ressources à ces élèves. Donc, mettrons des ressources supplémentaires dans les écoles fondamentales et dans les lycées pour offrir de l'appui afin d'effacer les répercussions négatives de l'enseignement à distance. Et ce sera quand tout le monde aura repris l'école. Donc, pour le fondamental, les élèves qui font leur bachelor en sciences d'éducation pour le moment et pour lesquels il était prévu de faire un stage, nous allons solliciter ces étudiants pour les mettre dans les écoles pour augmenter l'effectif et pour offrir des possibilités d'appui. Et ces étudiants de l'université, on peut leur faire un contrat jusqu'à la fin de l'année scolaire pour nous soutenir et pour qu'ils encadrent les classes ensemble avec l'enseignant régulier. Mais pour faire en sorte d'assurer ce qui n'était pas possible ces dernières semaines. Au secondaire, nous proposerons davantage d'heures d'appui.
Et nous, cette forme d'appui et de travail pour les examens de passage, nous élargirons l'offre de ces cours d'appui pour les élèves qui pensent ou dont les parents pensent qu'ils n'ont pas connaissance de toute la matière et qu'il faut que dans une ou dans l'autre matière, il faut renforcer encore leur connaissance. Donc, ce sont les propositions que nous ferons. À partir de lundi, donc, nous aurons également des cours de soutien par 8002 90 90, c'est le numéro. On offrira ces cours, à côté des conseils. Nous aurons peut-être pendant une petite demi-heure, etc., la possibilité de discuter avec un enseignant pour remplacer, pour faire en sorte de pallier au problème. Donc c'est complémentaire si on a besoin d'être vraiment aidé quand on veut aller au fond. Donc ce sont des petites unités de soutien en ligne par notre helpline habituelle où on répond à plein de questions. Ceci, c'est aussi pour faire en sorte qu'il y ait une justesse entre les élèves. Donc, pour l'instant, il n'y a peut-être pas une situation équitable pour tout le monde, mais ça nous permettra d'avancer. Donc, quand on parle avec les enseignants, par exemple, j'ai également parlé aux syndicats, ils sont optimistes, ils pensent qu'on peut encore vraiment améliorer les choses et avoir des approches par rapport au travail différencié. Donc l'enseignant, mais aussi l'élève aura des possibilités. Et ceci pour que tout le monde ait une opportunité, une chance équitable pour réussir son année. Un petit mot quant à l'orientation, donc le passage entre le fondamental et le secondaire, où ce n'est pas plus possible par notre dernière décision de faire les épreuves dans le cycle 4-2. Donc ces épreuves sont supprimées. Il n'y aura pas une grande conséquence sur la procédure d'orientation. Cette orientation sur laquelle se base l'enseignant se fera sur base du bilan du cycle 4, sur base des productions de cette année scolaire, et pourra également se faire sur base du test psychologique. La concertation prévue entre les enseignants et les parents est continue, et la commission auquel on aura recours s'il n'y a pas de consensus. Je pense qu'avec tous ces résultats, on aura suffisamment d'informations pour que chacun puisse en prendre les responsabilités. Je pense que les procédures, même celles de la commission, peuvent avoir lieu, même si nous continuons le confinement, quelle qu'en soit la forme. Donc, ça pourra se faire de manière virtuelle. Donc, nous continuons la procédure habituelle, sauf que les résultats des épreuves ne comptent pas. Pas de souci pour les avis d'orientation au secondaire, surtout en 5e et 4e, que ce soit en général ou en classique. Normalement, il y a des avis d'orientation. Donc, par ces mesures que nous avons prises, que chaque élève a la possibilité d'élever sa moyenne en laissant une épreuve de côté, je pense que tout le monde aura une opportunité juste pour arriver à la moyenne nécessaire pour aller dans la section de son choix. Donc, ces avis d'orientation vont sortir bientôt. Il y aura davantage de détails que nous communiquerons ces jours suivants aux parents, aux élèves et aux enseignants pour que tout le monde puisse s'adapter à cette situation différente. Donc ici, les règles de jeu habituelles changent un peu pour qu'on arrive à notre fin.
Pendant les semaines qui suivent, on va encore communiquer de manière différente, même pendant le congé de Pâques. Nous avons une newsletter régulière qui sort pour inspirer les parents et les enseignants. Des idées, des pistes pour s'intéresser, pour copier des idées. Nous alimenterons ce site encore avec des contenus adéquats. Et les enfants, donc sur le site des enfants, cana.lu, on donnera également des activités. Donc il y aura une newsletter pour le SNJ, du SNJ également pour donner des tuyaux, pour donner à distance, proposer à distance des initiatives sympas aux jeunes. SNJ lancera également des concours pour des jeunes. Vous trouverez tout ça sur snj.lu. Regardez et encouragez les jeunes à participer. Et nous resterons bien sûr présents avec le 8002 90 90 pour les soutiens pédagogiques surtout. Donc il y a des enseignants de disponibles. Si vous avez une question pour la méthode, pour l'enseignement, etc. Il y a également des psychologues à disposition. Si en tant que jeune ou en tant qu'adulte, on a la situation, on a le sentiment que cette situation est mal gérée, pour qu'on ait, donc au cas où on a besoin d'une aide professionnelle, il y a donc des psychologues disponibles. Bien sûr, par les temps qui courent, on ne peut pas tout prévoir. C'est pour ça que dans les semaines à venir, nous allons faire beaucoup d'adaptations. Et si des mesures sont nécessaires, il faut dire qu'on sera en contact avec l'ensemble des acteurs et on essaiera de réagir rapidement à l'une ou l'autre critique et aux tuyaux. N'oublions pas qu'une chaîne n'est pas plus forte que chaque élément séparé de la chaîne. Et si on souhaite conclure cette année scolaire, nous devons grandir ensemble, tenir ensemble, se soucier les uns des autres, afin que tout le monde soit entraîné. Donc nous devons veiller l'un à l'autre et nous allons être là pour l'autre. Alors, je suis optimiste que malgré les circonstances exceptionnelles et très difficiles que nous connaissons actuellement, que cette année scolaire se termine de manière régulière et que chacun ait une juste chance de réussir. Donc, nous le devons aux personnes vulnérables de les protéger tout en faisant des restrictions pour nous-mêmes. De la même manière, nous devons faire en sorte que les jeunes ne subissent pas de dégâts après cette situation difficile. Je suis convaincue que nous pouvons le faire si nous nous souvenons toujours pour qui il faut s'engager dans ces circonstances extrêmes. Donc il faut grandir, il faut aller au-delà de soi-même. Donc merci aux personnes qui l'ont déjà fait. Donc il y a des élèves, des enseignants, des parents, bien entendu. Et à côté de tous ceux qui travaillent au front dans les domaines de la sécurité et dans les autres services où c'est nécessaire. Donc je pense que nos élèves, parents et enseignants font de leur mieux parce qu'ils savent qu'il s'agit de nos jeunes et qu'il s'agit de leur futur. Donc je remercie tous ces acteurs. Et pour l'avenir, je souhaite, même si ça sonne un peu bizarre, je vais vous souhaiter un bon congé de Pâques, même s'il est bien différent de ce qui était prévu et différent de ce qu'on connaît des autres années. Donc prenons quelques beaux moments,
relaxons-nous, faisons le meilleur de la situation. Faisons ce qui nous manque. Prenons du temps pour nos enfants, prenons du temps pour notre famille, pour nous-mêmes. Donc, dans la même mesure où on a fait nos emplettes dans les supermarchés ces dernières semaines, faisons en sorte de faire le plein de tout ce qu'il nous faut par rapport à nos enfants. Merci pour votre attention et je pense que nos collègues de la presse ont une série de questions. Merci, Monsieur le Ministre. On a des questions, bien entendu. Première deux questions de Vox. Première question. C'est une question auquel vous avez déjà donné une réponse, donc je vais immédiatement passer à la deuxième question. Comment communiquer avec les élèves qui sont dans des foyers pour demandeurs d'asile et qui n'ont pas de bonne connexion Internet? C'est un défi, c'est juste. Notre service qui s'occupe de l'accueil des élèves étrangers est également responsable de la scolarisation des élèves qui vivent dans des structures de réfugiés. Notre service donc travaille dur. Donc je sais que même à la maison, des fois les jeunes ont du mal. Même à la maison, on ne peut pas toujours garantir s'il y a des personnes qui garantissent l'encadrement, qui connaissent les techniques de communication électronique. Donc, c'est encore plus difficile dans les accueils de réfugiés parce que les circonstances sont encore pires. Mais nous sommes présents dans ces structures et nous essayons de mettre en place des possibilités technologiques, de donner des cours, même si les besoins sont très différents. Ces jeunes-là, en général, vont dans des écoles ou dans d'autres écoles. Et donc, l'école s'en occupera aussi. Mais c'est certainement l'encadrement psychosocial qui est important et également d'assurer la connectivité. Autre question de Vox. Vous y avez déjà répondu en partie. Peut-être que vous avez des détails. Il y a apparemment des parents d'élèves du fondamental qui n'ont pas été du tout au contact avec les enseignants, n'ont même pas répondu à des mails. Donc, qu'est-ce qui est prévu? Donc, ce message, on doit le faire passer, même si les écoles sont fermées, l'éducation continue. Donc, celui qui ne réagit pas, qui ne donne pas de réponse aux demandes des enseignants, il enfreint les règles scolaires. C'est comme s'il ratait l'école et il y aura des conséquences. C'est important de vous faire passer ce message. Si ceci continue, je l'ai entendu pendant les premières semaines. Je pense, entre-temps, pas mal de gens ont communiqué. Donc, si ce n'est pas le cas, il faut trouver des mesures pour lutter contre ceci. Des fois, on a une suspicion que... après qu'on ait dit que l'école était fermée, il y a des personnes qui ont quitté le pays, mais c'est uniquement une suspicion, ça ne peut pas être contrôlé. Il faut que ce soit clair pour tout un chacun que c'est une obligation de réagir suivant ses possibilités. On est compréhensif si on n'a pas les équipements, si on ne parle pas la langue, si le cadre de l'appartement n'est pas idéal pour travailler à la maison. Donc nous avons de la compréhension pour tout ça et nous essayons de trouver des solutions en dehors de la famille. Mais nous n'avons pas de compréhension en cas de non-collaboration. Deux questions de Passaparola. Première question, c'est déjà répondu. Je passe à la deuxième. Agrément professionnel auprès de UNIALU, car l'université n'a rien affiché encore sur son site aujourd'hui. Oui, les agréments professionnels, vous dites. Je ne peux pas répondre à cette question, mais je veux la diriger vers les universités. Ça me semble un détail que l'université est prête à répondre. Il y a donc un service relations publiques qui est à disposition.
Prochaine question du vote. Car, pour les oraux de l'examen de première, c'est prévu, effectivement, que ces oraux qui sont prévus vont avoir lieu. Donc, on ne va pas encore vous dire que ça aura lieu dans cette phase. On pourrait l'imaginer. On pourrait s'imaginer que ce soit fait à distance, mais nous pensons toujours qu'on aura l'occasion de le faire à l'école. Mais ils auront lieu comme prévu. Prochaine question d'RTL Today. Est-ce qu'on pense à raccourcir les vacances d'été pour compenser le temps perdu? Nous pensons qu'il ne faut pas en venir à de telles mesures si drastiques. Nous espérons que ce n'est pas nécessaire pour leur parcours scolaire futur. Nous pensons que par l'engagement des différents acteurs, avec l'apprentissage à distance, nous garantirons une continuité. Nous pensons également que au cours des dernières semaines de l'année, on ne sait pas encore combien de semaines, nous espérons que les élèves iront à l'école et ils pourront rattraper pas mal de choses. Mais pensons aussi que par les mesures de soutien, aussi les nouvelles mesures qu'elles assureront que chacun pourra terminer son année scolaire avec sérénité et pourra absorber le bagage qui est nécessaire. Donc, à ce moment, on n'aura pas besoin d'avoir recours à une telle mesure. Je pense que ce n'est pas encore nécessaire de discuter de l'enseignement pendant les vacances. 2 questions, une d'RTL et une du Tageblatt, qui se recoupent un peu. On peut y répondre conjointement. Quels sont les changements qui sont pour les étudiants, pour CDS par exemple? Si ce semestre n'a pas tous les points CTS, ou si on perd un trimestre et qu'on doit étudier plus longtemps. Nous allons suivre ceci de tout près. Donc, vous pouvez faire une demande pour la nouvelle bourse, même si les universités sont fermées. Ce n'est pas qu'il n'y a rien qui se passe à l'université, même si les écoles sont fermées. Les universités, la plupart des universités donneront la possibilité de faire ces examens, d'avoir les points CTS. Donc, il y a du contact avec l'université à Luxembourg. Donc, si on souhaite faire passer une épreuve, on peut le faire. Si on ne la réussit pas, parce qu'on n'avait peut-être pas la possibilité de se préparer de manière adéquate, alors ce ne sera pas comptabilisé comme échec et on pourra refaire une tentative le semestre prochain. Si on devait s'apercevoir que les règles du CDS, où il faut avoir terminé les études pendant une certaine période, si jamais il y avait des cas particuliers, nous y adapterons et trouverons des solutions dans l'intérêt des étudiants concernés. Nous tenons ceci à l'esprit. Ça concerne bien sûr les élèves à Luxembourg, mais ça concerne aussi des élèves à l'étranger sous différentes conditions. Nous allons en parler avec les associations d'étudiants, voir si on peut avoir des réglementations différentes. Prochaines 2 questions de la rédaction du Tageblatt. La première est la suivante. Est-ce que la crise du corona aura des conséquences sur le programme de ceux qui entrent le système de manière transversale? Nous pensons que le recrutement pour l'enseignement fondamental se passera comme prévu, point de vue timing. Il y aura des questions qui se poseront autour, il y aura des épreuves. Au cas où il y aura encore du confinement ou que les élèves ne pourront pas venir pour les épreuves, alors il y aura un impact. Mais bien sûr, nous préparons l'année scolaire prochaine. Et il y a déjà des comités, des commissions qui se mettent ensemble, qui travaillent sur l'année académique 2021. Et nous ferons donc en sorte d'avoir suffisamment d'enseignants et de recruter suffisamment.
Nous avons déjà sondé quelle pourra être la répercussion sur les études où les enseignants sont formés. Je pense qu'il me semble qu'il n'y a pas de conséquences pour ces étudiants-là qui termineront leurs études en due temps pour être candidats et pour être recrutés. Et ce n'est qu'après qu'on pourra constater combien de postes ne pourra pas combien de postes on ne pourra pas donc occuper. À ce moment-là, il y aura peut-être d'autres personnes avec d'autres formations qui pourront se présenter. Ce n'est pas mis en question. Question du Tag Black. Dans quelle mesure tient-on compte du fait qu'il y a des élèves et des enseignants qui sont plus vulnérables? Est-ce qu'ils doivent retourner à l'école si jamais ça repart? C'est une question qui ne sera pas seulement pour les écoles, ça se posera pour d'autres domaines. C'est un confinement total. Maintenant, il y a des secteurs qui sont fermés, d'autres qui seront peut-être ouverts. Donc, comment protéger la population vulnérable, les personnes malades, plus âgées, ou des jeunes qui ont une maladie chronique? Nous allons en discuter avec les personnes responsables de la santé et je pense qu'on arrivera à des solutions individuelles. Mon souci est actuellement que ce soit maintenant ou après, le virus est toujours présent. Il y a des gens qui sont infectés, il y a des personnes qui travaillent pour l'école qui ont le virus et j'espère qu'il n'y aura pas de trop grandes répercussions. Une question du quotidien qui vous touche de manière indirecte, mais peut-être que vous avez réponse. Est-ce que le congé pour raison familiale va automatiquement être prolongé jusqu'au 4 mai? Il n'est pas limité, donc il est clair que sous ces conditions, comme il a été décidé seulement la semaine dernière que c'est prolongé, qu'il sera encore prolongé jusqu'au 4 mai. Je souligne que ceux qui n'ont pas d'autres solutions à la maison, regardez d'abord dans la famille s'il y a quelqu'un s'il y a une solution. Si vous ne l'avez pas, alors il y a cet instrument du congé pour raison familiale pour assurer la garde des enfants. Une question d'RTL, examen de première. La semaine avant les examens, est-ce que les élèves auront le temps d'étudier sans qu'il y ait des cours? Ça me fait un peu sourire parce que pendant les dernières années, nous avons toujours discuté pour savoir combien de jours ils avaient de libre avant l'examen. Cette année-ci, il y a beaucoup de jours de livres. Mais ce qui est important, et je vais voir avec la santé, il faut du contact. Il faut qu'il y ait possibilité de contact entre les élèves et les enseignants avant les examens, si c'est possible. Ce serait pas bon si l'examen se faisait le 25 et que jusque-là, il n'y aurait pas de contact. Donc, même si les écoles restent fermées, alors on organisera un contact, mais pas de cours obligatoires réguliers. Une question du Luxembourg Avort. La communication entre enseignants, parents, élèves passe par la plateforme du MEN. Il y a beaucoup de données qui s'assemblent. Est-ce que le médecin a accès à ces données? Non. Comment faire en sorte que les règles de la protection des données soient assurées? Ces plateformes n'ont pas été mises en place du jour au lendemain. Elles existent depuis quelque temps. Et beaucoup d'intervenants les ont utilisés. Et c'est sûr que l'utilisation a explosé, mais ces plateformes sont conformes à la protection des données. Deux dernières questions. DRTL. La critique principale de beaucoup d'étudiants est que c'en est de trop, que les profs leur envoient de trop. Est-ce que les charges vont être réduites, les cours? Est-ce qu'il y a une limite? Donc, j'ai souligné tout à l'heure qu'il y a des situations très différenciées.
ce qui compte pour un, ce qui est trop pour une personne. Peut-être qu'il n'a pas les conditions optimales à la maison parce que les parents travaillent, qu'il y a trop d'élèves, trop d'enfants, alors que pour d'autres, dans d'autres familles, il y a juste un élève, c'est peut-être tout simple, hein, ça va tout simplement, et que les parents disent peut-être dans ces cas-là, ils peuvent avoir plus de devoirs. C'est pour ça que prenons une solution raisonnable, montrant de la compréhension pour les situations individuelles. Pendant ces 3 dernières semaines, j'ai eu cette remarque par des gens que je connais. Il y a des gens qui disent on a trop de devoirs. Je suis là jusqu'à 8 heures du soir. C'est ce qu'on m'a dit, surtout pendant la première semaine. J'ai toujours dit ne me le dites pas à moi, mais à l'enseignant. Et par cette communication, il y a beaucoup de choses qui se sont réglées. 2 soucis. Que l'étudiant soit surmené parce qu'il reçoit trop de devoirs. Et de l'autre côté, il y a un danger qu'il y a un surmenage pour les étudiants, pour les enseignants. Ils pensent qu'ils doivent en faire encore de trop. Donc mon message, c'est agissons de manière raisonnable de ce qui est possible et de ce qu'on peut effectuer dans les conditions présentes. Dernière question. Les différents programmes qui sont utilisés. Il y a toujours la question qui se pose, est-ce qu'il n'est pas possible de donner un outil technique aux enfants? Est-ce qu'ils peuvent avoir un PC ou un accès à Internet pour ceux qui n'en ont pas? S'il y a un an, on aurait su que cette situation allait arriver, on aurait prévu les moyens financiers dans le budget 2020, on aurait fait des souscriptions, on aurait eu les équipements nécessaires pour que chacun prenne l'outil chez lui à la maison, qu'il aurait pu le tester avant. Mais cette situation-ci, et que le jeudi soir, on a discuté que lundi, l'école serait fermée. Donc, il restait 4-5 heures d'école pour organiser cette situation. Les écoles ont tout fait pour s'assurer que les personnes et les ordinateurs pour que les mots de passe fonctionnent, etc. Donc, c'est une crise. Nous sommes au milieu d'une crise et pour demander la perfection, ça s'en est demandé de trop. On attend le meilleur de chacun pour arriver à une meilleure situation. C'est ça qui est recommandé, c'est ce qui se fait. Il y a des personnes à la radio qui ont dit il n'y a qu'un seul laptop à la maison, les enfants se disputent quant à qui doit l'utiliser. Puis finalement, ils ont trouvé, parce que la mère est allée au lycée, a reçu un ordinateur portable. Donc c'était l'exemple d'une solution. Donc n'hésitez pas à voir avec la direction, avec les enseignants. Donc pour le fondamental, il y a des équipements qui appartiennent à la commune. Nous avons parlé au sylvicole, donc les communes sont d'accord pour les donner aux élèves pour qu'ils puissent les prendre à la maison. Et dans la plupart des cas, ça s'est bien fait. Merci, monsieur le ministre.